Bonjour chers amis, c'est Hervé Choseville, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Panorama Info. Dans mes diverses émissions, ces derniers temps, ces dernières années, j'ai souvent évoqué le Brésil, ce pays-continent avec sa population d'origines très diverses, ses ethnies autochtones, encore très présentes et qui luttent au quotidien pour leur survie et pour la sauvegarde de leurs terres ancestrales, même si elles sont ultra minoritaires. Le Brésil, c'est aussi le pays le plus afro-américain des Amériques, loin devant les États-Unis. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre pays d'Amérique du Sud, voisin du Brésil, qui ne saurait être plus différent du Brésil. Je veux parler de l'Argentine, un pays à la population très homogène. Cette population est estimée à 45 millions d'habitants et elle est essentiellement d'origine européenne, contrairement donc au Brésil. 45 millions d'habitants pour un pays très vaste, 2 766 000 km², soit plus de 5 fois la France. C'est donc une population relativement faible, avec une densité de 16 habitants au km² seulement. L'Argentine est située à la pointe sud de l'Amérique du Sud. Elle est bordée à l'est par l'océan Atlantique et à l'ouest par la cordillère des Andes. On l'a vu, c'est un très grand pays qui s'étire sur 3700 km du nord au sud, depuis le tropique du Capricorne jusqu'à la Terre de Feu, en région subpolaire. La capitale, Buenos Aires, regroupe à elle seule 13 millions d'habitants sur ses 45 millions d'habitants. La République argentine fait remonter son origine à la Revolución de Mayo, le 25 mai 1810, par laquelle les bourgeois de Buenos Aires s'émancipèrent de la couronne espagnole. Le pays n'acceptait plus d'être gouverné par un vice-roi et un gouvernement local qui jura malgré tout allégeance au roi d'Espagne fut institué. Mais c'est seulement le 9 juillet 1816, lors du congrès de Tucumán, que l'indépendance pleine et entière fut proclamée sous le nom de Provincias Unidas en Sudamérica, les provinces unies en Amérique du Sud. Mais cette histoire européenne était cependant plus ancienne, puisqu'elle remontait au printemps de 1516 et à la découverte du Rio de la Plata par le navigateur espagnol Díaz de Solís. 5 ans plus tard, un autre navigateur, portugais cette fois, Magellan, en a reconnu le littoral atlantique, la Patagonie méridionale, ainsi que le passage vers l'océan Pacifique par un détroit qui, depuis lors, porte son nom, le détroit de Magellan, et qui sépare le continent sud-américain de la Terre de Feu. L'arrière-pays est couvert par la pampa, une forme de savane fertile qui s'étend jusqu'à la cordillère des Andes. Une première tentative de colonisation fut menée par Pedro de Mendoza, qui fonda en 1536 la ville de Puerto de Santa María del Buen Aire, qui allait devenir Buenos Aires, située au fond de l'estuaire du Rio de la Plata.
Mais cette première tentative de colonisation échoua et la ville fut abandonnée sous la pression des Amérindiens. Il fallut attendre 1580 pour que Juan de Garay, venant d'Asunción, au Paraguay, réanime la ville abandonnée. Madrid ne montra pas un grand intérêt pour cette vaste contrée, à peine peuplée de quelques tribus amérindiennes. Il est vrai que le territoire était dépourvu de richesses minières. Cette colonie quelque peu négligée était administrée de loin à partir de Lima, la prestigieuse capitale de la vice-royauté espagnole du Pérou. Des colons s'établirent dans la Pampa en vue de fournir de la laine, des cuirs et de la viande de mouton aux mineurs de l'altiplano péruvien. C'est la menace portugaise venue du Brésil voisin qui amena les Espagnols à établir une vice-royauté à Buenos Aires en 1776. Cependant, l'Espagne a pour le moins freiné le développement économique de sa colonie en imposant, en particulier, un pacte colonial interdisant aux habitants de commercer avec quiconque ne viendrait pas de la métropole. Après 1816, l'histoire de l'Argentine indépendante fut marquée par un demi-siècle de guerre civile entre factions fédéralistes et unitaristes, par des guerres contre ses voisins boliviens, péruviens, paraguayens et brésiliens, et par la prise de possession, en 1833, des îles Malouines par le Royaume-Uni. Ce dernier événement fut la cause d'un conflit de souveraineté entre l'Argentine et le Royaume-Uni, un conflit qui perdure jusqu'à nos jours. Cet archipel de 12 173 km² est aujourd'hui peuplé de 3 198 habitants seulement, une population essentiellement d'origine européenne, britannique et scandinave. Le XXe siècle fut marqué par une succession de dictatures militaires et surtout par la personnalité d'un homme, Juan Domingo Perón, qui dirigea le pays à 2 reprises, entre 1946 et 1955, puis de 1973 à sa mort l'année suivante. En fait, le général Perón avait fait irruption sur la scène politique argentine dès 1943, lorsqu'il prit part à la révolution organisée par le groupe d'officiers unis qui mit un terme à ce que les Argentins ont appelé la décennie infâme, une période qui débuta avec le coup d'État militaire de 1930. La participation de Perón aux affaires du pays, à partir de 1943, lui a permis de se construire une base de pouvoir grâce à une alliance avec les courants syndicaux socialistes, les nationalistes et les syndicalistes révolutionnaires. Il occupa tour à tour le département du travail, le secrétariat au travail et à la prévoyance, le ministère de la guerre et la vice-présidence du pays. Sa politique était favorable au secteur ouvrier et il prit des mesures propres à rendre effectives les lois du travail. Ainsi mit-il en place les conventions collectives, le statut de l'ouvrier agricole, les tribunaux de prud'homme, et il permit aussi aux employés de commerce de bénéficier du système de retraite. Ces mesures lui valurent l'appui d'une grande partie du mouvement ouvrier, tout en suscitant l'hostilité des milieux patronaux, des hauts revenus et des États-Unis, qui seront à l'origine, à partir de 1945, d'un ample mouvement anti-péroniste. En octobre de cette année-là, des militaires opposés à son influence grandissante dans le gouvernement provoquèrent une révolution de palais, contraignirent Perón à la démission, puis le firent mettre en détention, ce qui déclencha les événements de la journée du 17 octobre 1945, une vaste mobilisation ouvrière qui permit d'obtenir sa libération. C'est aussi en 1945 que Perón épousa
Maria Eva Duarte, une actrice qui allait jouer un rôle politique important sous sa première présidence et largement contribué à ce qu'il est convenu d'appeler le péronisme, une forme de populisme qui continua à dominer la vie politique argentine longtemps après la mort de Perón. Élu président en 1946, il s'empressa de fusionner les trois partis qui avaient soutenu sa candidature pour fonder le parti justicialiste, c'est-à-dire le parti péroniste. Après la réforme constitutionnelle de 1949, il fut réélu en 1951 lors de l'élection présidentielle, la première dans l'histoire du pays à se tenir au suffrage universel, incluant cette fois les femmes aussi bien que les hommes. En plus de poursuivre ses politiques en faveur des couches sociales les plus démunies, son gouvernement se caractérisa par la mise en œuvre d'une ligne nationaliste et industrialiste. En matière de politique internationale, il adopta, dans le contexte de la guerre froide, une troisième voie entre l'Union soviétique et les États-Unis. Dans la dernière année de son gouvernement, il eut à affronter l'Église catholique, exacerbant ainsi l'opposition entre péronistes et antipéronistes. Puis son gouvernement durcit ses persécutions, non seulement contre des groupes terroristes et putschistes, mais aussi à l'encontre de l'opposition politique et des organes de presse de l'opposition, alors qu'une série d'actes de violence de la part de groupes civils et militaires antipéronistes se produisaient. Eva Perón décéda en 1952, à 33 ans seulement, contribuant ainsi à la naissance d'un mythe qui perdure jusqu'à nos jours. En 1955, un coup d'État chassa Perón du pouvoir, faisant entrer l'Argentine dans une période d'instabilité à la fois économique et politique. Perón s'exila au Paraguay, puis au Panama, au Nicaragua, au Venezuela, en République dominicaine et enfin en Espagne. Le puissant mouvement péroniste demeura cependant actif sous une forme clandestine en organisant des sabotages et des grèves. Les élites du pays, revenues au pouvoir, cherchèrent alors à trouver une impossible formule de conciliation de démocratie, mais sans le péronisme. Les militaires organisaient des élections, puis reprenaient le pouvoir quelque temps plus tard. En 1966 eut lieu le coup d'État du général Juan Carlos Onganía, un partisan de la manière forte qui mit en place un régime bureaucratique et autoritaire qui prit fin en 1973 sous la pression d'un important mouvement populaire. Des élections démocratiques permirent le retour triomphal au pouvoir du vieux général Perón, après un long exil durant lequel il s'était remarié. La nouvelle épouse était Maria Estela Martínez, mieux connue sous le nom, ou plutôt le surnom, d'Isabelle, qui fut élue au poste de vice-présidente quand son mari était élu à la présidence avec plus de 60% des suffrages. Après la mort du général, le 1er juillet 1974, c'est elle qui assuma la présidence du pays, devenant ainsi la première femme d'Amérique à assumer une telle fonction. Isabelle Perón dut faire face à une situation à laquelle elle n'était pas préparée. Sous l'influence de son ministre du Bien-être social et secrétaire personnel, José López Rega, connu sous le nom d'El Brujo, le sorcier, elle mena une politique qui visait à faire prévaloir les intérêts de la droite du mouvement péroniste contre les divers mouvements sociaux. L'attitude du gouvernement se fit de plus en plus dure et répressive, en particulier contre les provinces dissidentes, les universités, les syndicats et les médias. Un rapport de 1983 estime à 600 disparitions et 500 exécutions d'opposants
le bilan de sa présidence au cours des années 75 et 76. La situation économique ne cessa de se dégrader avec une inflation galopante qui atteignit 444% en 1976, une paralysie des investissements, la suspension des exportations de viande vers l'Europe et l'accroissement important de la dette. Isabelle fut finalement déposée le 24 mars 1976 par une junte militaire dirigée par le général Jorge Rafael Videla, qui mit en place une dictature militaire implacable. Isabelle Perón fut incarcérée 5 années durant dans des conditions si dures et si humiliantes que le nonce apostolique dut intervenir auprès du gouvernement militaire. Condamnée à 8 ans de prison en 1981 pour détournement de fonds publics, elle fut libérée la même année. Elle vit depuis lors à Madrid, en exil. Le régime du général Videla fut marqué par une répression qui fit près de 10 000 victimes, dans la majorité des disparus, qui, en fait, avaient été torturés avant d'être exécutés clandestinement. Buenos Aires participa, avec d'autres dictatures sud-américaines, à ce qui fut appelé l'opération Condor, de coordination contre la subversion, et de nombreux réfugiés politiques qui avaient fui vers les pays voisins y furent assassinés par le biais des services secrets ou d'escadrons de la mort. C'est pour relancer sa popularité que la junte de Buenos Aires, dirigée depuis décembre 1981 par le général Leopoldo Galtieri, décida d'envahir les îles Malouines, et ce en 1982, provoquant ainsi une guerre contre le Royaume-Uni, alors dirigé par Margaret Thatcher. La défaite qui s'ensuivit précipita la chute du régime et une lente transition démocratique qui s'acheva en 1983 avec l'élection de Raúl Alfonsín à la présidence. Depuis lors, plusieurs présidents se sont succédés. On se souviendra en particulier de Carlos Menem, qui dirigea le pays de 1989 à 1999 et dont la politique fut marquée par une libéralisation de l'économie menant à la modernisation de la plus grande partie du pays et à l'enrichissement d'une partie importante de la population. Mais en décembre 2001, la crise économique s'aggrava, provoquant un véritable chaos social et des émeutes des classes sociales les plus appauvries par cette crise. Cette crise qui culmina avec la démission et la fuite en hélicoptère du président Fernando de la Rúa. Durant les 10 journées qui suivirent, 4 présidents se succédèrent et le gouvernement argentin se déclara en état de cessation de paiement. Le président Eduardo Duhalde demeura président de janvier 2002 à mai 2003, une période durant laquelle il mit fin à la parité entre le peso argentin et le dollar américain et mit en place un plan économique productiviste. Il appela à des élections présidentielles anticipées en avril 2003, durant lesquelles il soutint le candidat péroniste de centre-gauche, Néstor Kirchner, qui exerça la fonction de président de 2003 à 2007. C'est lui qui renégocia la dette du pays en 2005 et relança l'activité économique. Son épouse, Cristina Fernández de Kirchner, élue au premier tour le 28 octobre 2007, lui succéda. En 2015, Mauricio Macri fut élu président. Lors de l'élection présidentielle suivante, en octobre 2019, environ 40% des Argentins vivaient en dessous du seuil de pauvreté et l'inflation dépassait les 54%. Les données de la Banque mondiale attestaient du décrochage économique de l'Argentine au cours des dernières décennies. En 1970, son PIB par habitant talonnait celui de la France et était de 5 à 6 fois supérieur à celui du Brésil. Aujourd'hui, il dépasse de moitié celui du Brésil et il est 3 fois inférieur à celui de la France. Toutefois,
ces données économiques méritent d'être tempérées par les données sanitaires qui demeurent honorables grâce au niveau d'éducation élevé de la population argentine. L'espérance de vie a progressé au même rythme qu'en France et la mortalité infantile est au même niveau que celle des États-Unis. Candidat à sa réélection pour un deuxième et dernier mandat, le président sortant Mauricio Macri fut battu dès le premier tour par Alberto Fernandez à la tête de la coalition de centre-gauche menée par le parti justicialiste, c'est-à-dire le parti péroniste. La situation économique continua à s'aggraver et la pandémie du Covid-19 ne contribua certainement pas à améliorer cette situation préoccupante. Le taux d'impopularité du président Fernandez atteignit 70% dans les sondages d'opinion et des pressions venant de son propre camp s'exercèrent pour qu'il laisse la place à une nouvelle personnalité bénéficiant d'une meilleure image. Il finit par annoncer en avril 2023 qu'il ne serait pas candidat à sa réélection. Sa vice-présidente, qui n'était autre que l'ancienne présidente Cristina Kirchner, ne fut pas non plus candidate. L'élection présidentielle s'est donc tenue les 22 octobre et 19 novembre dernier, en même temps que, pour ce qui est du premier tour, en même temps que les élections législatives et sénatoriales. Cette élection a été marquée par un virage à droite de la vie politique argentine. Tant la conservatrice Patricia Bullrich que le péroniste Sergio Massa représentaient en effet l'aile la plus à droite de leur famille politique, tandis qu'une personnalité atypique, le libertarien Javier Milei, dominait les sondages. Ce dernier a fait campagne sur un programme anti-système poussé jusqu'à l'anarcho-capitalisme, émaillant ses interventions de phrases choc, dans un style volontairement provocateur, insultant, même pour le pape, son compatriote, ou même tout simplement vulgaire. Il proposait de réduire drastiquement les dépenses publiques, de dynamiter la banque centrale, de dollariser l'économie en mettant fin au peso, qualifié, je cite, d'excréments et de déchets qui ne pourraient même pas servir à fabriquer de l'engrais. Il proposait aussi de rompre les relations avec le premier partenaire commercial de l'Argentine, la Chine populaire, parce qu'elle est communiste, de criminaliser l'avortement ainsi que d'autoriser le port d'armes et la vente d'organes. Ce candidat symbolise sa volonté de tout déréglementer au sein de l'État avec son slogan « trancher à la tronçonneuse », un outil qu'il brandit durant ses meetings de campagne. Son discours anti-État, qui rappelle ceux des anciens présidents Donald Trump aux États-Unis et Jair Bolsonaro au Brésil, est parvenu à séduire particulièrement les hommes jeunes issus des classes moyennes et populaires urbaines. Donné second par les sondages, le candidat du pouvoir sortant, le ministre Sergio Massa, est finalement arrivé en tête au premier tour avec près de 37% des suffrages exprimés, suivi de Javier Milei avec 30% et par Patricia Bullrich avec 23%. Aucun candidat n'étant parvenu à réunir plus de 45% des voix ou 40% avec une avance de 10% sur celui arrivé en second, un second tour opposant Massa et Milei a donc été organisé le 19 novembre dernier. C'est le candidat populiste Javier Milei qui l'emporta au second tour avec 55% des suffrages. Il est arrivé en tête dans 20 provinces sur 23, ainsi que dans la capitale fédérale, Buenos Aires, pourtant un bastion du péronisme. Sergio Massa a reconnu sa défaite le soir même avant de féliciter son adversaire. La passation de pouvoir interviendra le 10 décembre 2023. Le nouveau président disposera cependant d'une étroite marge de manœuvre car son programme
est en opposition à ceux des partis traditionnels. Or, ces derniers disposent de la majorité à la Chambre des députés ainsi qu'au Sénat. Ils bénéficient cependant du soutien d'une partie de la droite réunie autour de l'ancien président Mauricio Macri. L'élection de cet homme surgit de nulle part, Javier Milei, à la tête de ce grand pays qu'est l'Argentine, suscite beaucoup d'inquiétudes, en particulier au niveau international. Les mois qui viennent diront si cette inquiétude était justifiée ou non. Voilà, j'ai tenu à faire un résumé de l'histoire politique compliquée de ce grand pays, l'Argentine, un pays où, je le rappelle, se sont établis de nombreux Corses à la fin du XIXe siècle et où leurs descendants vivent encore. Merci, chers amis, et à la semaine prochaine.